Donc voilà. Donc on participe à ce qu'on appelle la création d'une troisième voie numérique. En fait, il y a, vous savez, sur le numérique, deux grandes visions qui s'opposent. C'est la vision américaine, sur laquelle que l'on subit depuis plus de 20 ans. C'est pour ça qu'on parle de problème de souveraineté. C'est-à-dire que la Silicon Valley a imposé ces GAFA, ce qu'on appelle les GAFAM, vous savez, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, puis on peut en rajouter d'autres, Netflix et autres. Et puis, vous avez en face les Chinois qui ont réussi par la taille de leur marché à avoir des offres concurrentes, les BATX. Et en Europe, malheureusement, nous n'avons pas de GAFAM. Nous n'avons pas de big tech. Nous n'avons pas de géants de la tech. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans le slide qui suit, pourquoi nous n'avons pas de GAFAM en Europe. Ça, c'est un extrait du cours que je donne à Sciences Po, que j'ai donné à Sciences Po pendant 6 ans, et qui résume tout le cours d'un an de Sciences Po. Se résume sur cette slide, et ça va me permettre de vous expliquer pourquoi il n'y a pas de GAFAM en Europe, et de vous expliquer les grandes lois du numérique. Vous êtes des étudiants qui étudient ces questions, vous devez comprendre ces lois que je vais vous expliquer maintenant. Ça va être une clé de lecture pour vous toute votre vie professionnelle. Et petite parenthèse avant que je les décrive, le grand problème que l'on a, c'est qu'aujourd'hui les décideurs, je parle même du plus haut niveau, ne connaissent pas les lois que je vais vous décrire. Donc c'est la première explication pourquoi il n'y a pas de GAFAM en Europe. Alors là, vous avez 3 cercles qui expliquent la révolution informatique, la révolution numérique et la révolution politique que représente le digital. Je vais commencer par la première, qui est la révolution, la culture free. La culture free au sens, dans tous les sens du terme, pas que gratuité, mais ouverture, etc. Les Américains ont réussi à nous vendre le fait que tout doit être gratuit et tout doit être dans une culture free, c'est-à-dire contre l'État, pour dire les choses simplement. C'est pour ça que la Silicon Valley, la pensée politique de la Silicon Valley s'appelle le libertarisme. C'est le fait qu'on est plus que libéral. C'est pas qu'on veut moins d'État, c'est qu'on est contre l'État. On veut tuer l'État. Ça vient de la culture des années 60, de la culture qu'il y avait chez les anarchistes des années 60 de Woodstock. Les types qui ont créé la Silicon Valley, Steve Jobs et compagnie, sont des types qui ont fait Woodstock, qui prenaient beaucoup de drogue, qui voulaient changer le monde, qui étaient contre Washington, qui étaient contre l'État. Ils n'ont pas réussi à le faire avec le rock'n'roll, mais ils ont réussi à le faire avec le code. Et quand vous regardez les premières interviews de Steve Jobs, il a les cheveux longs et il est en mode vraiment hippie. Et il vaut mieux pas savoir ce qu'il a pris quand il parle. Et c'est ça le début de la Silicon Valley. C'est des types qui ont dit, OK, on n'a pas réussi à changer le monde avec le rock'n'roll, mais on va le faire avec le code. Et cet état d'esprit se traduit par, je pense que vous avez tous entendu cette maxime, code is law, de Lance Lessig, qui dit en fait, quand on réfléchit bien, fuck l'État, c'est le code maintenant qui va devenir la règle. Ça pose un petit problème. Pendant 20 ans, on a trouvé ça super sexy. Et en fait, maintenant, on a réalisé, c'est pour ça qu'on régule beaucoup aujourd'hui, j'y viendrai après, on a réalisé qu'on s'était fait un peu avoir. Parce que la raison pour laquelle, une fois de plus, il n'y a pas de GAFA, c'est parce que soit on ne respecte pas les lois, on ne comprend pas, on ne les connaît même pas, les lois du numérique, j'y viens tout de suite, soit parce qu'on a accepté qu'il n'y avait pas de règles. C'est donc le troisième cercle que je veux citer. Donc maintenant, on va sur les deux autres. Je prends mon temps parce que je préfère ne pas parler du reste et bien prendre le temps là-dessus parce que c'est le truc que vous devez retenir pour toute votre vie. La loi de Moore. Vous savez ce que c'est que la loi de Moore? Alors la loi de Moore, c'est un phénomène physique tout simple. C'est le fait que tous les 2 ans, les microprocesseurs ont doublé en capacité. D'accord? Ça explique quoi? Ça explique le fait que on a la capacité, ce qui est moins le cas en ce moment. Mais pendant 20 ans, vous prenez votre téléphone portable, on va dire l'iPhone, tous les 2 ans, il avait doublé en capacité. C'est un truc de dingue, il fallait absolument avoir le dernier. C'est un peu en train de stagner. Hein. Mais à chaque fois, tous les 2 ans, ça avait un bond technologique de dingue. Parce que c'était la loi de Moore. Donc il y avait 2 options. Hein. Soit vous êtes iPhone, vous voulez rester très cher et donc vous restez au même prix, vous êtes 2 fois plus de services, on va dire. Soit vous êtes sur un téléphone moins cher, et ça veut dire que tous les 2 ans, vous êtes 2 fois moins cher. C'est la même chose, en fait, vous avez compris. Et ça explique toute l'évolution de la Silicon Valley, de la Californie, dans les années 60 jusqu'à 2000, qui est le boom de l'informatique. Le fait que tous les 2 ans, on sait qu'on peut... Pour redonner un ordre d'idée, le premier ordinateur dans le monde, c'était des salles entières plus grandes que tout ce bâtiment, et ça coûtait des dizaines de millions d'euros un ordinateur.
10 ans après, tout le monde avait un ordinateur pour quelques centaines d'euros qui était 10 fois plus, 100 fois plus puissant que le premier ordinateur. C'est la loi de Moore. Ça, faut le comprendre. Alors, pourquoi est-ce que nous, on n'a pas été bons sur la loi de Moore? Voilà, c'est une question d'argent. Alors d'abord parce qu'il faut connaître la loi de Moore, à la base. Et la deuxième chose, c'est que c'est une question d'investissement. Là, on est sur une notion de capital. Combien j'investis dans le développement technologique pour pouvoir bénéficier de la loi de Moore? Il y a un ratio de 1 à 7 en investissement entre la France et les États-Unis. Donc, vous avez la réponse. C'est une moyenne, 1 à 7. Hein. Sur certains sujets, malheureusement, c'est 1 à 100. Mais quand une start-up lève 1 million, la même start-up va lever 7 millions. Donc, voilà. Vous avez la réponse pourquoi sur la loi de Moore, on n'a pas été bon. Alors, il y a plus grave, c'est la loi de Metcalfe. Parce que c'est celle-là la principale pour moi aujourd'hui. Et celle-là, alors là, je dois l'apprendre tous les jours à mes interlocuteurs. Et malheureusement, mes interlocuteurs sont très haut placés, ce qui prouve qu'il y a un vrai problème en Europe. Quelqu'un sait ce que c'est que la loi de Metcalfe? La loi de Metcalfe, elle a un autre nom, et l'effet de réseau. La règle, elle est encore plus mathématique. C'est un réseau est égal au carré du nombre de ses utilisateurs. Je le redis? Un réseau est égal au carré du nombre de ses utilisateurs. Alors maintenant, on va se donner un exemple simple. Vous avez un téléphone, vous êtes le seul au monde à avoir un téléphone, ça n'a aucun intérêt. Il y a votre mère qui a un téléphone, vous êtes deux, ça commence à avoir un intérêt. C'est un peu gavant. Quand vous avez tout votre réseau, tous les gens que vous connaissez qui ont un téléphone, ça devient un réseau, ça devient intéressant. Internet, ce n'est que ça. Pourquoi est-ce que Facebook reste leader alors qu'il s'est pris des scandales de dingue comme Cambridge Analytica? C'est parce que si vous quittez Facebook, vous allez où? Il n'y a pas d'équivalent. C'est ça le problème. Vous allez refaire un réseau. Il y en a, hein. Faire Facebook, d'un point de vue technologique, en interface et tout, vous le savez, hein. C'est 6 mois de développement. La valeur, c'est le réseau. Pourquoi WhatsApp s'est vendu plus cher que si Peugeot se vendait demain? C'est parce que ils avaient 200 millions d'utilisateurs. Le réseau, rien que le réseau. Donc, aujourd'hui, la Silicon Valley, ce sont des entreprises qui ont réussi à faire un effet de réseau. Donc, ça dépend de la taille du marché. Alors, pourquoi il n'y a pas de GAFA en Europe sur le Metcalfe? Parce qu'on n'a pas de taille de marché. Pourquoi il y a un TikTok en Chine? Parce qu'il y a plus d'1 milliard de Chinois. C'est le marché, il est fermé. Une fois qu'ils sont numéro 1 chez eux, ils peuvent attaquer dans un réseau de plus d'1 milliard de personnes. Les États-Unis, c'est pareil. C'est 2 fois plus que l'Europe, mais c'est surtout que vous savez que les États-Unis, c'est tout de suite Commonwealth, Europe. En fait, ils ont aussi un marché d'1 milliard de personnes. Nous, malheureusement, quand vous commencez les startups en France, eh bien, l'Europe, c'est pas un marché, c'est 27 marchés. Et donc, quand vous avez une startup, vous dites qu'est-ce que je fais? Je dois faire x2 en investissement. Vous le faites où? Vous le faites un pays que vous prenez au pif en Europe, ou vous allez aux États-Unis, vous savez que vous faites monde. Enfin, vous allez aux États-Unis. Effet de réseau. Donc aujourd'hui, les entreprises ne font que gérer l'effet de réseau. Uber n'est propriétaire d'aucune voiture. Airbnb n'est propriétaire d'aucun logement. Ils ne font que gérer leur réseau. Le réseau, c'est le matching entre l'offre et la demande. Airbnb, c'est pareil, mais Uber, il va avoir un maximum de chauffeurs et un maximum d'utilisateurs. Et c'est ça le réseau. Le matching dans ce réseau. Et il ne fait qu'une gérer une chose, c'est la confiance. Notation. Vous avez vu l'histoire encore chez nous d'avant-hier. Un mauvais chauffeur Uber, il se fait virer. Parce que c'est la confiance. On doit avoir confiance. Donc, il ne gère que la confiance par les étoiles. Voilà, c'est juste ça. Ceux qui ont inventé ça, c'est eBay, hein, les étoiles. Et depuis, ça se reproduit chez tout le monde, Airbnb, etc. Vous faites 2 erreurs de suite, vous sortez du réseau. Voilà. Donc ça, c'est la loi de Metcalfe. Elle est hyper importante. Elle comprend pourquoi, une fois de plus, on n'a pas Alors, au croisement de tout ça, j'accélère, mais l'intelligence artificielle, juste parce que c'est le grand sujet du moment, l'intelligence artificielle est un croisement de la loi de Metcalfe et la loi Moore. Pourquoi? Parce que, donc ChatGPT, c'est ça, c'est que c'est une capacité mathématique, informatique à faire un algorithme et la capacité à s'appuyer sur un maximum de données, parce qu'au cas où vous n'aurez pas compris, la loi de Metcalfe, c'est aussi le big data, parce que c'est la production de données. Donc l'intelligence artificielle, c'est au croisement des deux. Alors ça, c'est issu des travaux du think tank. C'est assez pareil, il n'y a que 3 cercles, mais c'est un an de travail. C'est issu de plusieurs rapports du think tank. J'ai repris, vous avez reconnu les 3 cercles que j'utilisais à Sciences Po. Et là, on explique ce qu'est la souveraineté. La souveraineté, regardez, avant, après. Qu'est-ce qui change? C'est ça. On a remplacé
remplacer l'anarchie par la régulation. Donc là, l'Europe est en train de se réveiller et dit, OK, bon, ça fait 20 ans qu'on s'est fait avoir, code ISLO, c'est génial. Enfin, au final, on n'a aucun GAFA et on est devenus les colonisés de l'histoire. Donc, il faut qu'on prenne la main. Alors, pour prendre la main, en espérant qu'il y ait un GAFA qui émerge en Europe. Bon, ça fait 20 ans qu'on arrose, financement, ça vient pas. Ça vient pas, pourquoi? Loi de Moore, loi de Metcalfe. Vous avez compris le truc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaie déjà d'endiguer la situation, d'arrêter un peu l'hémorragie. Et ça se passe par quoi? Ça passe par la régulation, la loi. Donc, c'est plus code is law, mais state is law. Retour de l'État. Donc, la Commission européenne, l'Europe, c'est au niveau européen que ça se joue, hein, vous le doutez bien, l'Europe est en train de faire un package réglementaire, c'est un ensemble de lois qui vont faire que on va arrêter, on va siffler un peu la fin de la récré. Donc, je sais pas si vous en avez entendu parler, DSA, DMA, DGA, DA, donc Digital Market Act, Digital Services Act, Cyber Act, AI Act. Bon, tout ça, ce sont des régulations qui viennent empêcher un petit peu, endiguer la progression des big tech. Donc là, vous retrouvez votre loi de Moore, votre loi de Metcalfe. Et qu'est-ce que c'est, en fait? Bah, malheureusement, c'est égal au marché des big tech, des GAFA. Il y a un signe égal entre ça et les GAFA. Les GAFA ont complètement trusté le marché. Ils sont en situation de monopole. Donc, pour contenir ce monopole, ça se fait par la régulation. La régulation arrive à créer cette zone-là ce qu'on appelle un périmètre de confiance. C'est ce qu'on appelle le numérique de confiance. Donc, c'est la grande stratégie aujourd'hui au niveau de l'Europe. C'est de créer un cloud de confiance, data de confiance, il y a de confiance. C'est-à-dire que on essaie d'avoir des stratégies qui nous permettent de faire émerger un marché européen en le protégeant, qu'il ait une place sur le marché, ne soit pas trusté par les big tech. D'accord? Donc voilà, on a à peu près fait le tour. Et autour, c'est cybersécurité, parce qu'évidemment, il faut sécuriser cet écosystème de confiance. Je passe rapidement sur ces définitions. Donc, c'est par exemple, des publications qui correspondent à ce que je viens de vous dire, de think tank. Donc, cloud de confiance était une commande de Bercy, du ministère de l'économie. IA de confiance, c'est une commande de France 2030, c'est-à-dire Matignon. Et data de confiance, cybersécurité, c'est pas des commandes de l'État, ce sont des publications du think tank qui ont destination justement à adresser un point de stratégie qui est mal abordé par l'État selon nous. Donc, vous voyez, contre ces publications, parce que c'est à travers toutes ces publications qu'on a pu faire le schéma que je viens de vous faire avant, qui est la matrice en fait de toutes ces publications et de la stratégie qu'on propose. Un petit peu sur les autres, sur les notes, il y a de confiance, parce que c'est le grand moment avec ChatGPT, vous entendez parler. Le problème de ChatGPT, que nous, ce qu'on recommande, c'est que ça coupe. Ah, c'est bon. Ça, c'est la limite des risques. Donc ça, c'est ce que la régulation de la Commission européenne est en train de faire. En fait, il y a plusieurs niveaux de risque. Minimum, limité, élevé et inacceptable. Aujourd'hui, quand j'entends service, ça va de la messagerie, le email, jusqu'aux jumeaux numériques, en passant par l'intelligence artificielle, la blockchain, la cybersécurité, le je ne sais quel service, etc. C'est ça qui crée la valeur. C'est pas le fait d'héberger les données. Sur héberger à Strasbourg ou à Berlin, on s'en fiche. Bon. Ah, on s'en fiche. Non. C'est important. Pas aussi important de pouvoir proposer une valeur sur les 300 services. Donc, qu'est-ce qu'on a comme problème? Ces 300 services, ils existent en France. Mais ils sont, pas que ces 300 startups différentes, mais pas loin. C'est que ces services, ils existent. Il y a des très bonnes startups d'IA, il y a des très bonnes startups de blockchain. Il y a des très, même pas que des startups, hein, des très bons groupes, DocaPost, Orange, ce que vous voulez, qui fait des briques entières de plusieurs services. Et le problème, c'est qu'ils sont éclatés. Donc aujourd'hui, vous êtes un client, donc on parle d'une société, vous êtes LVMH, Accor, Renault, ce que vous voulez. Lorsque la DSI va faire un appel d'offres pour choisir son hyperscaler, sa solution de cloud, bah, évidemment qu'elle prend AWS ou Azure, donc Microsoft ou Amazon. Pourquoi? Bah parce que ils vont avoir besoin de ces services. Et ils vont pas s'enquiquiner à chaque service, chercher une nouvelle boîte, s'assurer qu'elle est interopérable, que ce soit bien compatible. S'il y a un problème, ah bah ça se retourne sur vous, donc c'est vous qui devez faire l'intégration. On n'a plus les moyens de faire l'intégration. On va un truc intégré, ce que proposent les hyperscalers.
Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez ces services-là. Donc, nous, il faut qu'on arrive à packager commercialement, ergonomiquement, juridiquement ces services pour qu'ils soient à disposition chez les clouders français, OVH, Outscale, ce que vous voulez. Et ça, par exemple, c'est un des grands combats du moment du think tank. On essaie de faire financer ce packaging, on va dire. C'est pas une mince affaire. Hein. Mais il y a un financement européen qui est en cours. Enfin, voilà, on est en train de travailler là-dessus. Ah oui, s'il y a un point important, j'ai oublié de vous dire, hyper important, la loi de Metcalfe. Et comme ça, on aura conclu. Je sais plus ce qu'il y a derrière, mais on pourra conclure là-dessus. C'est la loi de Metcalfe, on se dit, bon, ok, bah c'est mort. On ne pourra jamais avoir un marché comme les Chinois et les Américains. Sauf que l'Europe a fait un choix qui est intelligent. C'est qu'ils se sont dit, il faut qu'on arrive à reproduire la loi de Metcalfe, qu'on crée les conditions d'utilisation de la loi de Metcalfe. Comment? Connecter les 7 milliards d'humains, c'est mort. Fichu, pour rester poli. Facebook et tout ça, les TikTok, on les attrapera pas. Connecter les entreprises, c'est pas mort. Alors, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on a des avantages compétitifs. On a un système industriel européen qui est très fort. On a une culture des métiers. Les Google, etc., ils connaissent pas les métiers. Ils savent pas exactement dans le tourisme comment ça marche l'hôtellerie, comment je peux faire la liste de tous les métiers. Ils connaissent pas. C'est pas leur expertise. Ils n'ont pas non plus la culture industrielle. Donc, les systèmes critiques en industrie, manufacturing, etc., c'est pas leur truc. Ils ont beau avoir beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, ça serait trop compliqué d'entrer dans tous les métiers. Donc, partons de cet avantage compétitif et essayons de créer un réseau fort de partage des données entre les filières, entre les entreprises. C'est la data stratégie européenne. Il y a un cadre qui s'appelle GAIA-X pour ça, je vais pas m'embêter avec ça, mais c'est pousser à ce que les entreprises partagent les données. Les données, soit elles sont partagées, soit elles sont centralisées. Quand elles sont centralisées, on sait par qui. C'est par les GAFA. Donc, il faut partager un maximum de données. Donc, c'est tout le thème de la data stratégie européenne, tout le travail de data sharing, qui est le grand enjeu de la décennie. Petite parenthèse, on est déjà très en retard par rapport aux Allemands sur cette question. Je ne sais pas si je me lance là-dedans ou pas. Vous voulez un exemple concret de ce qui est bon. Donc nous, alors je vous ai pas tout dit, mais on n'est pas qu'un think tank, on est aussi un do tank. Donc ça veut dire qu'on va accompagner les filières sur ces enjeux-là de manière concrète. Et donc, par exemple, sur le sujet que je viens de vous dire, comment on partage des données, on l'a fait pour le secteur du tourisme. On a Accor, qui a mis 2 millions, qui nous a soutenus, etc., et qui nous a dit, faisons un data space tourisme, c'est-à-dire faisons justement un espace de données, de partage de données pour le secteur du tourisme. D'accord? Maintenant, je vais vous expliquer concrètement ce que ça représente. Le secteur du tourisme, c'est le plus désintermédié un des plus désintermédiés. Ce que j'ai déjà expliqué tout à l'heure, l'histoire des 40%, etc. Pourquoi? Donc ça, je vous l'ai déjà dit. Aujourd'hui, un moteur de recherche n'est plus un moteur de recherche, mais un moteur de résultats commerciaux. De résultats commerciaux au pluriel. Donc, même pour les professionnels, c'est que ils sont complètement dépossédés de la relation client. C'est-à-dire que non seulement ils doivent acheter cher un lead, donc un contract qualifié, mais en plus de ça, pire que ça, c'est qu'ils n'ont même plus la relation. C'est la base de ces métiers relationnels. Ils n'ont plus la relation avec le client. Vous l'avez tous vécu, je pense. Vous êtes sur Booking, hein. Vous allez sur Booking, vous réservez votre hôtel. Quand vous recevez un message, c'est un message qui vient de Booking. contact@booking.com. Si vous avez pris un hôtel, n'importe quoi, l'hôtel Diane à Nevers, c'est pas hôteldiane@nevers.fr qui vous contacte, hein. C'est Booking. Donc ça veut dire que vous n'avez plus la relation. Vous avez perdu la relation, c'est qu'il y a plus de valeur. Vous avez perdu la relation avec vos clients. Et c'est un truc de, parce que quand on a fait cette étude, on a interviewé plein de gens. Je ne devrais pas le dire, mais on a interviewé les grands patrons au niveau national, les offices de tourisme, etc., qui nous ont dit, ah bah nous, on pousse les hôtels, etc., à se référencer sur Booking. Comme ça fait leur CRM, leur relation client. Non, pas vraiment, non. Surtout qu'en plus, après, Booking fait la politique tarifaire. Booking va dire aux hôtels, ah, vous êtes 10 euros trop cher si vous voulez être dans la course. Qu'est-ce que vous faites? Vous baissez de 10 euros votre marge. Vous baissez parce que vous voulez rester dans la course. Vous allez baisser 10 euros votre prix d'hôtel. C'est de la marge en moins, en plus de la commission. Et en fait, vous ne savez même pas si c'est vrai, il vous dit ça, mais qu'est-ce que vous pouvez vérifier? Donc, c'est un vrai abus de position dominante, une fois de plus. Donc, le marché de tourisme est vraiment hyper crucial. Allez, je vais accélérer, mais vous avez compris le principe. Donc, nous, qu'est-ce qu'on s'est dit?
ça s'appelle les OTA, Online Travel Agency, tout ce qui est Booking, Expedia, TripAdvisor, qui vont donc capter jusqu'à 43% de la valeur. Donc nous, ce qu'on a proposé, on leur a dit voilà, ce qu'on va inventer, ce qu'on va proposer, et ça, les data space, le partage des données, c'est ça que ça permet. On va créer le Travel Connect. Vous voyez ce que c'est que le France Connect? Vous êtes pourtant jeune, vous payez pas d'impôts, mais vous voyez ce que c'est. Le France Connect, c'est faciliter la vie des administrés. C'est je remplis une seule fois mes coordonnées quelque part, impôts, Amélie, ce que vous voulez. Et puis après, à chaque fois, on me dit ce que vous êtes France Connect. Hop, c'est automatique. Toutes vos données sont rentrées, ça vous suit. Et vous avez un parcours fluide. Et pas à chaque fois à remplir les trucs. Les data space, c'est ça que ça va permettre. Donc nous, ce qu'on propose, c'est un Travel Connect. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez rempli vos coordonnées, par exemple chez Accor, vous commencez votre parcours de touriste, vous prenez un hôtel chez Accor, et ben grâce à France Connect, derrière, Accor va pouvoir donner vos coordonnées à tous ses copains, pair à pair, c'est-à-dire tous les autres acteurs de la filière, pour qu'ils puissent derrière contacter le client, lui proposer un service. Et comme ça, on évite qu'il repasse par Google et donc Booking et qu'il y ait 40% de valeur et cette commission, on la redistribue entre les acteurs. C'est le Web 3. C'est le vrai Web 3. Donc, ça va permettre des suggestions personnalisées. Ça va permettre donc le Travel Connect, ça va permettre de dire, bah, je suis rentré par exemple, il va me dire, par exemple, tiens, tu peux te rendre sur une activité, on va te proposer de l'activité, n'importe quoi, un musée, une sortie, un concert. Et là, ça va permettre de pousser des informations de manière contextualisée parce que les données vont circuler. Donc, ça veut dire que, par exemple, vous allez pouvoir faire un paiement en un clic. À chaque fois, vous avez vos coordonnées bancaires qui sont déjà préenregistrées, vous pouvez un clic, etc. Donc, c'est ça l'objectif. Donc là, on s'est amusé à faire une petite maquette pour que vous compreniez à quoi ça ressemble. Imaginez, vous arrivez sur le site Accor. Marre de vous répéter, grâce au Travel Connect, dites-le d'une seule fois, bénéficiez d'offres adaptées, partagez vos données et recevez des informations. Et donc, une fois que vous avez rentré toutes vos informations, etc., et du coup, sur votre parcours, lorsqu'un un partenaire fait partie de Travel Connect, il repère, il repère l'information donc d'accord, il dit bah lui c'est une famille de temps, il aime ça, etc. Par exemple, imaginons qu'il a dit qu'il aimait l'équitation, ils vont au parc Astérix. Et là, on repère qu'il y a une épreuve d'équitation cycliste, pardon là, mais pour les JO à ce moment-là, et donc il va vous pousser cette information, vous disant est-ce que vous voulez participer? Et là, s'il dit oui, c'est automatiquement enregistré et donner le lead au JO ou parc Astérix, si c'était pas. Le propriétaire de données client, c'est le client, et la gestion de tout ça, c'est le consentement. Et ça, c'est le Data Governance Act, le règlement qui est en cours de négociation, qui est en train d'encadrer ce principe de consentement. Demain, le consentement ne pourra pas appartenir à une société. C'est là aussi dans une logique Web 3, c'est-à-dire que c'est le consentement reste la propriété de l'utilisateur. Et donc, il donne le droit à. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur le dernier écran. C'est que je peux dans mon compte, après dans mon wallet, voir que à qui j'ai donné accès à mes données, et je peux à un moment les retirer ou en rajouter d'autres. C'est le principe. Et en fait, ça permet de faire un booking décentralisé et mutualisé. C'est ça l'idée. Donc à terme, ça va permettre de redistribuer la valeur entre les acteurs. C'est toute cette commission qui part chez Booking, qui part pas chez Booking, on va la redonner entre les acteurs de la filière. C'est très important. Et ça permet aussi de ne plus dépendre du search meta search, c'est-à-dire des achats de mots-clés notamment sur Google. Et ce qu'on est en train de créer, en fait, avec Timis, parce que c'est le nom du projet, c'est qu'on est en train de créer un niveau intermédiaire publicitaire entre le lien sponsorisé, c'est un lead qui coûte très cher, l'affiliation, qui est une façon d'acheter de la publicité pas chère. Et là, on essaie de créer d'ailleurs, la tarification basée là-dessus, sur un niveau intermédiaire. C'est comment est-ce que j'ai un lead très qualifié, très chaud, mais au prix du lead moins cher qu'un lien sponsorisé. Si vous êtes intéressé, nous faisons une levée de fonds. Je vois la tête de votre grand patron qui est là, qui est en train de réfléchir. Voilà, merci. Merci beaucoup. Il y a évidemment, il y a aussi des questions en ligne qu'on va pouvoir poser tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà des questions dans la salle par rapport à ce qui a été dit? Parce que une question. Moi, j'en ai une quand même par rapport au pouvoir public européen. Est-ce qu'on sent qu'ils sont
qu'ils travaillent vraiment de concert, tous ces pays, tous ces 27? Et est-ce qu'ils ont pris la mesure de l'importance des data et surtout du retard qu'ils ont pris sur ces dernières années? Ouais, je retourne à la question. Je pense que c'est-à-dire Thierry Breton, qui est à la tête de la Commission européenne sur les sujets du numérique, beaucoup plus pushy, beaucoup plus visionnaire et pragmatique qu'on est en France. Je devrais pas le dire, mais et c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Par exemple, le fait qu'on soit trop focus sur les clouds, la stratégie nous empêche d'avoir une stratégie data. Mais si je me fais une petite référence à Fontaine, est-ce qu'un jour on a des chances de dépasser la tortue, puisqu'on a quand même beaucoup de retard? Est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir un peu combler ce retard et peut-être même un jour imaginer prendre de l'avance? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être de l'ordre de l'imaginer? Alors on se parle non, sauf sur les données que j'ai dit professionnelles B2B, c'est-à-dire que dans le secteur professionnel industriel, tout est reste à faire, on a tout en main. Donc oui, et c'est beaucoup de valeur, hein, c'est plan B, hein. On a un siècle devant nous pour devenir les leaders sur le secteur professionnel et c'est peut-être là où il y a plus de valeur, même au final, très important. Après, sur le B2C, sur vraiment les consommateurs, le grand public, ce qu'ont fait les Facebook, etc. Bah, là aussi, c'est possible. On l'a vu avec ChatGPT, c'est génial, hein. C'est un grand signe d'espoir. Alors, malheureusement, ça revient, enfin, malheureusement, c'est pas des ennemis, hein. Ça vient des États-Unis. Mais ça vient de nous. C'est-à-dire que ça prouve que une rupture d'innovation permet de complètement changer le game. On pensait encore il y a un mois que Google serait ad vitam aeternam imbattable. Et là, il y a un acteur qui, en quelques semaines, peut renverser la table. Et ce qu'il propose est ouf, d'accord? Et ça aurait pu venir de l'Europe, une fois de plus. Vraiment, ça s'est pas joué de beaucoup. Donc oui, tout est possible encore. Bon, c'est assez rassurant. Des questions dans la salle peut-être? Alors, il y a eu des commentaires en ligne. Il y a eu plusieurs commentaires. Il y avait eu, je crois, une ou deux questions qui étaient assez précises, on va dire. Il y en a une. Est-ce que tous ces services à forte valeur ajoutée dont tu parlais tout à l'heure via l'Explorer font partie de Gaia X, c'est-à-dire le cloud souverain européen? C'est une question de Fouad. Alors, c'est une très bonne question de quelqu'un qui est très au courant, mais avec dedans, malheureusement, et c'est pas que lui, c'est le combat que j'ai quasiment quotidiennement. GaiaX n'est pas un cloud souverain européen. C'est un peu le problème qu'on a. C'est que tout est dit dans cette anecdote. Donc, GaiaX, dans la stratégie européenne, je vous ai expliqué, GaiaX, c'est le niveau un peu opérationnel pour s'assurer que justement les entreprises, les filières partagent des données. C'est un cadre assez opérationnel qui s'assure de l'interopérabilité, etc., des standards. Donc, c'est assez précis. Quand ça s'est lancé, la France a dit que c'était pour le cloud européen souverain. En fait, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est un standard pour l'interopérabilité des données. Donc, une fois de plus, on a confondu les deux sujets. Et donc, comme ce n'est pas devenu un cloud souverain européen, parce que c'était pas le but, et ben on dit que ça n'a pas atteint son objectif, alors que ça n'a jamais été. Alors qu'en Allemagne, ils surinvestissent sur ce terrain-là, dans les data space, et donc nous prenons un retard assez considérable parce qu'on a mal posé les conditions du problème. Je sais pas si j'ai compris, j'ai répondu, mais je pense. Oui, je pense. En tout cas, je pense que c'est un expert. Vu la question et la réponse a dû, à mon avis. C'est Olivier Dion depuis son avion. Il a dû comprendre la réponse. Qui devait être là aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Les étudiants qui sont là sont en programmation informatique. Oui, je vois des mains levées. Alors, je vais juste me permettre de venir à vous pour vous donner le micro pour que les gens qui sont en ligne entendent les questions et après puissent comprendre les réponses. Oui, bonjour, Sébastien Chantelot, dont je dirige la transformation à EBS, qui est l'école de management Paxelis Éducation. Merci tout d'abord pour cette intervention, extrêmement riche finalement en si peu de temps, qui soulève beaucoup de problématiques. Moi, je voudrais revenir quand même sur un ou deux points, avec une question à laquelle vous n'allez pas répondre, parce que si vous aviez la réponse, ça serait très simple. Et je doute de la réponse. En tout cas, moi, je ne pense pas qu'on puisse réguler le net. Qu'on puisse, pardon? Réguler le net, en fait. Parce que, tout simplement, quand vous revenez aux racines du mal, merci d'avoir précisé d'où vient Internet aussi, parce qu'il y a une face cachée avec ces hippies, ces libertariens, etc. Ça vient de là, le Internet. C'était très bien de le rappeler. Ils ont fait un espace irrégulable. Vous pouvez pas réguler le net. Moi, je pense que non, à moins qu'on me prouve le contraire. Mais regardez ce qui se passe, par exemple, sur tout ce qui est pornographie, etc.
On n'a pas de réponse. Il faudrait tout enlever, il faudrait tout arracher. Et là, le seul truc qu'on sait faire, c'est une petite pop-up avec t'as plus de 18 ans. Oui ou non. Voilà. C'est difficilement régulable. Donc, le travail que vous menez est colossal et bravo pour cela. Le deuxième point, c'est un petit peu plus business. Ça, pour le coup, c'est un peu plus mon expertise. Moi, je me mets à la place de l'utilisateur. Toutes les plateformes d'intermédiation que vous présentez, elles nous ont rendu un grand service. Et là, les racines du mal, elles sont plus profondes parce que depuis Facebook, nous mettons nous-mêmes ces données. Nous leur donnons ces données. C'est la civilisation du gratuit, etc. Les hôtels dont vous parlez ont fait un acte volontaire pour être sur ces plateformes. Et donc, il faut en jouer les règles du jeu. Et à un moment, si la relation avec le client leur échappe, c'est pas le cas que pour tout ce qui est des intermédiaires, mais vous prenez Nike, la marque ne lui appartient plus non plus. Elle appartient aux utilisateurs qui peuvent faire ou défaire la marque. À la tête d'une business school, par exemple, mais la marque, elle vous appartient pas, elle appartient aux étudiants, aux utilisateurs qui disent, elle est géniale cette école, ou surtout ne venez pas dans cette école. Et là, vous allez créer un autre système qui est exactement le même système de mon point de vue. Alors, éthiquement et au niveau de la protection des données, qui est génial, et au niveau éthique business, etc., évidemment, c'est ce que j'y vois. Maintenant, la question que je vous pose, je finis par poser une question, c'est est-ce que le comportement et la conscience des utilisateurs est prête pour justement embrasser votre proposition de valeur plutôt qu'un truc dont maintenant on a l'habitude, puisqu'on veut manger au resto, c'est tout TripAdvisor, on veut se faire livrer, c'est Uber Eats, etc. Ça a été un raz-de-marée en très peu de temps. Donc, est-ce qu'on peut réguler le net? Et deux, est-ce qu'on peut contrer en proposant des systèmes comparables? Et quelles sont les caractéristiques de ces systèmes qui vont nous dévier de comportements? C'est ça aussi l'effet réseau qu'on a déjà établi avec les plateformes existantes. Alors, je vais répondre le plus simplement possible. Est-ce qu'on peut réguler le net? Oui, et c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, l'exemple des 18 ans pédopornographique, ça c'est l'exemple qui tue, mais globalement, sur les enjeux économiques, etc., on peut réguler le net, heureusement, et c'est ce qu'on est en train de faire. Et si je prends ne serait-ce que le RGPD, qui, une fois de plus, était fait par et pour les Européens, mais qui est très mal vu par les Européens, c'est un paradoxe, et qui pourtant étant la première fois du droit extraterritorial, c'est-à-dire qu'on applique, nous les Européens, on arrive à faire ce que les Américains font très bien, c'est-à-dire imposer notre droit à l'extérieur. Sauf qu'on n'en fait pas un marché, c'est un autre débat, c'est fait pour, mais on arrive à imposer notre droit. Donc oui, la régulation marche, et c'est strictement nécessaire parce que les abus de position dominante, les abus de droit en général de ces plateformes, pas que les abus de position dominante, abus de droit fiscal, abus de préférentialisme, des abus qui font en droit, sont condamnables et sont en train d'être traités par la régulation. C'est hyper important parce qu'ils ont pris une énorme avance, mais il faut juste, que je parlais d'endiguement tout à l'heure, stopper cette avance et commencer un repli. Et ça peut se faire que par la régulation. Si vous avez une autre solution, je suis preneur. La deuxième solution, oui, je comprends le point, et évidemment, alors, disons une chose simple, déjà. Les GAFAM sont des boîtes extraordinaires, géniales, qui ont inventé des services incroyables, on n'arrive pas à la cheville, on est tous jaloux, et on est surtout tous utilisateurs. Il suffit de voir ce que j'ai au poignet. Mais, le problème, c'est pas un problème, mais l'enjeu qui est devant nous, c'est de réussir à faire ce qu'ils arrivent à faire, notamment sur les enjeux d'ergonomie. On a un vrai problème en France du X. C'est-à-dire que on pense, les têtes pensantes en France sont des ingénieurs, ils pensent produits, et après ils vont se poser la question de comment on design tout ça. Moi, ça marche pas comme ça. Steve Jobs nous l'a montré, c'est qu'il faut partir, les trucs qui existent déjà en général, c'est quelle expérience utilisateur j'offre, comment c'est le plus possible, des parcours les plus simplifiés. C'est pour ça que vous avez vu comment j'ai présenté Themis. J'ai présenté en parlant de Travel Connect, alors que j'aurais pu une façon vous expliquer qu'un data space, comment les données sont, on perd les gens. Non, il faut rentrer par le bénéfice direct. Et on a essayé de montrer un parcours en 4 écrans relativement simple. Donc c'est ça le but, c'est l'UX. Et si on est d'accord, c'est un grand problème français, enfin nous européens d'ailleurs, parce que les Allemands sont vraiment pas meilleurs que nous pour le coup. Donc c'est pas notre culture. Donc ça, il va falloir que les gens de la Silicon Valley reviennent et nous donnent 2-3 leçons. Une question ici avec Kylian. Bonjour, je m'appelle Kylian et du coup, je suis en 3e année de programmation. Ma question, c'est, vous avez parlé de France et d'Allemagne. Est-ce qu'il y a d'autres pays européens qui sont autant dans la recherche et le développement ou pas du tout? Alors, recherche et développement, du coup, c'est plus pointu comme question. Il y avait la Grande-Bretagne, mais ils sont plus là.
après, il y a sur des sujets un peu niches, etc. Les pays nordiques sont absolument dingues. Le seul, alors, j'ai dit qu'il n'y avait pas de GAFA, il y en a un. Hein. Vous savez quel est le seul GAFA européen? Spotify. Et c'est dans ces mêmes pays, parce que je confonds toujours comme beaucoup de gens, Suède et Finlande, donc les pays scandinaves, comme ça on ne se trompe pas. Les pays scandinaves sont quand même ceux qui sont à l'origine de toutes les grandes révolutions technologiques européennes. Hein. Donc il ne faut pas oublier qu'on a été les leaders mondiaux du télécom grâce à un standard qui s'appelle le GSM, qui a été décidé par deux concurrents qui s'appelaient Ericsson et Nokia. Avant que iPhone arrive, et c'était quand même les leaders du monde parce qu'ils s'étaient mis d'accord sur un standard. Et Spotify vient aussi de ces pays-là. Donc ça, c'est vraiment c'est l'Israël de l'Europe. C'est hyper innovant, avec très peu de moyens, en fait, parce que l'Israël a beaucoup de moyens. Avec très peu de moyens, des tout petits pays, ils font des merveilles. Puis la diaspora scandinave est tout à fait la même, donc c'est beaucoup plus remarquable, je trouve. Après les pays, après il n'y a pas de surprise, c'est en fonction des tailles. Puis on va retrouver derrière Italie, Espagne, mais bon, il y a pas de miracle à part cela, je trouve. Après il y a sur des sujets spécifiques, c'est-à-dire que vous allez avoir par exemple l'Estonie qui est super bon sur l'e-administration, vous allez avoir Portugal qui va sur un mais c'est en général des niches. Et il y a d'autres pays émergents éventuellement dans le monde qui sont. Ouais. Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé là par exemple de la Chine, mais est-ce qu'il y a d'autres pays? Est-ce que tu vois toi d'autres pays émergents? Je ne considère pas la Chine comme un pays émergent. Bah, c'est très bien. Alors vas-y, explique-toi. Quand on est la deuxième puissance du monde, on n'est pas un pays émergent. C'est qu'on n'a pas. Sur ces notions-là, je veux dire. Nous, on est un pays déclinant et non, ils sont. C'est pas un pays émergent. Non, les pays émergents, c'est le Vietnam, mais pas la Chine. Non, la Chine est la deuxième puissance au monde, bientôt première. D'ailleurs, on peut même dire une chose, c'est que la Chine serait la première puissance mondiale s'il n'y avait pas les GAFA, s'il n'y avait pas la Silicon Valley. C'est important. Donc, dans les pays qui importants, Corée du Sud, extraordinaire. Pays qui n'en sont qui a à peu près la même population que nous. Ils sont à 55 millions, je crois. Donc assez comparable. Et qui, en plus de ça, a une culture de l'État très fort, très jacobin quelque part. Ça ressemble beaucoup à la France. Je trouve que le bon benchmark pour nous, c'est la Corée, Israël, donc ça évidemment. Mais bon, Israël s'appuie sur la diaspora juive mondiale, hein, qui est un atout. C'est-à-dire que c'est pas mauvais mot, diaspora. C'est que il bénéficie des investissements américains. Bon, c'est combien, 51 États aux États-Unis, je sais plus. C'est le 52e État. C'est donc en armée, en truc, c'est bon. Donc c'est un peu à part. Je le mets un peu à part. Ils sont ce qu'a été le Japon dans les années 80. Ils bénéficient vraiment d'un intérêt géopolitique et financier des États-Unis assez particulier. Mais c'est un peu génial, qui en termes d'innovation met une claque à tout le monde. Mais le ratio taille et réussite d'innovation de start-up, etc. Ils sont au niveau mondial en fait. Donc c'est une Silicon Valley déportée. Délocalisé, excusez-moi. Et donc après il y a quoi? Il y a pas vraiment je vois pas vraiment d'autres pays qui sont vraiment après il y a des puissances importantes qui ont un gros potentiel. On pense évidemment à l'Inde qui a une approche plus sur l'informatique, sur les 3 cercles tout à l'heure, on est plus sur la loi de Moore avec eux. Ils sont moins sur le numérique pur. Ils ont un potentiel de dingue, mais je trouve que ça commence un peu à s'enliser. Ça fait 10 ans qu'on dit qu'ils ont un potentiel de dingue, et je trouve pas le même élan que a pu avoir la Chine 10 ans de décalé, etc. Donc voilà, donc il y a pas vraiment de. On a avec nous des entrepreneurs là ce soir. Quel est le conseil que tu peux leur donner sur une stratégie, on va dire à court terme, là, sur les 2-3 prochaines années? Est-ce qu'il y a quelque chose à prendre en compte? Est-ce qu'il y a des démarches à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose à actionner qui serait en lien avec ce que tu as présenté ce soir? Nous, notre combat, c'est l'infratech. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de fédérer de ces fameux 300 services qu'il faut packager, de ces services de data management, data flow. Il faut qu'on arrive à les fédérer pour constituer une offre consolidée
en interface chez les différentes offres de cloud. Ça, c'est vraiment notre dada du moment. Et après, comme il y a un énorme package réglementaire qui arrive, pendant 10 ans, là, on va digérer, on a regardé le temps qu'il a fallu pour digérer le RGPD. Là, on va se taper, pardon, on va traduire 5 ou 6 très grands règlements, encore plus, enfin, au moins aussi structurants que le RGPD, qui vont arriver là, sur les 2-3 ans. Donc, je pense qu'il va falloir 10 ans pour digérer toutes ces régulations. Donc, comment est-ce qu'on en fait une opportunité d'innovation? Moi, c'est ça mon obsession, c'est d'expliquer que la régulation n'est pas qu'une contrainte, c'est une opportunité d'organisation, d'innovation, surtout en Europe, où le marché se fait parfois par la régulation. Et donc, on ne peut pas avoir une offre si on n'arrive pas à créer cette demande à travers notamment la commande publique. C'est un autre problème qu'on a, enfin un autre enjeu pour l'Europe, c'est d'être un peu plus chauvin sur je parle au niveau européen, hein, un peu plus chauvin sur la commande publique parce que les Américains ils se privent pas. Hein. Bon, les Chinois on n'en parle même pas évidemment. Hein, ça c'est évidemment la commande elle vient directement de l'État, donc ça y a pas d'ambiguïté. Mais les Américains c'est guère mieux en fait. Hein. C'est-à-dire que les GAFA, je sais pas si vous le savez, hein, mais ils viennent tous d'un programme de la DARPA, etc. Dans les années 60. Ils viennent tous de programmes militaires. Et même un Tesla aujourd'hui, Tesla est devenu dans quelques années ce qu'il est devenu parce qu'il y a une commande de plusieurs milliards de la NASA de l'État. Ouais, en France, en Europe, c'est inimaginable. Encore maintenant sur les grands programmes européens, on n'ose pas donner à de nouveaux acteurs émergents européens. On n'a pas cette culture-là et on est un peu les dindons de la farce parce que les Américains et les Chinois, eux, savent consolider par la commande publique une offre importante qui, une fois après, quand elle se projette à l'international, est imbattable. Il y a déjà un effet de taille. Bon, on se donne le droit encore à 2-3 questions. Il y a une question de madame. N'hésitez pas en ligne aussi à poser vos questions, des questions assez courtes si c'est possible pour vous et on les relaie, évidemment. Madame, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Sylvie Chin, donc présidente de Clear Karma. Donc Clear CO2 est une spin-off qu'on est en train de créer et j'étais ravie d'entendre vos propos puisqu'en fait on crée une sorte de food connect. Voilà, donc on gère la donnée le long de la supply chain alimentaire. On crée de la confiance, on vend de la confiance et on crée surtout des standards. On a commencé surtout par certifier des crédits carbone circulaires afin de pouvoir donner de la transparence sur en fait le potentiel carbone, de réduction carbone de certains produits. Voilà comment on a commencé et on est vraiment en train de créer un cloud interopérable pour pouvoir tracer toute cette information-là, donner de la confiance afin de pouvoir vendre des crédits de qualité qui sont un peu, on va dire, l'alternative à aller planter des arbres quelque part en Malaisie. On veut plutôt certifier des entreprises qui ont des activités qui permettent de réduire leur empreinte carbone, mais localement en Europe, par exemple, des PME. Donc voilà ce qu'on fait. Donc ça rejoint, c'est un autre cas qui illustre vos propos. Et ce que j'ai vu, c'est effectivement, enfin, je rejoins aussi au niveau de la réglementation. J'ai oublié votre nom, désolée. Voilà, Sébastien, voilà. Donc j'ai aussi travaillé dans le passé avec sur des solutions qui permettaient de répondre à de la réglementation. Et souvent la réglementation est en retard. La réglementation, quand les gens peuvent la contourner, c'est ce qu'ils font. Je trouve ça très bien qu'il y a des protections. Effectivement, les protections privées au niveau éthique, c'est vraiment un grand pas. Mais en tant qu'entrepreneur, moi, ce que j'ai surtout vu, c'est que ça crée aussi pas mal de friction. Au niveau des standards, c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus terre à terre. Et effectivement, les standards sont vraiment beaucoup plus, enfin, disons, changent beaucoup plus rapidement et s'adaptent à la situation. Donc, c'était peut-être justement pour ouvrir le débat sur quoi faire au niveau de la création de standards, de pouvoir imposer des standards qui justement permettraient aux entreprises européennes d'aller de l'avant et d'être en avance et disons d'apporter cette dimension éthique qui manque chez les GAFA souvent. Alors, il n'y a pas de question. Il y avait un commentaire. Le nom d'entreprise, pardon? Celle sur laquelle on se concentre, c'est Clear CO2. Voilà. Très bien.
Vous me donnerez votre carte après, ça m'intéresse. Très bien. Mais c'était surtout donc, votre idée sur les standards, de comment pouvoir apporter des standards donc dans votre image de disruption. On va dire. Il y a encore une question en ligne, à moins que tu voulais peut-être réagir. Mais sinon, j'ai une question de Fouad, de nouveau. Pour rebondir sur la protection des data space et les innombrables tentatives des hackers vers les cibles évoquées, je m'interroge toujours sur la pérennité d'une telle hypermédiation, médiation, ouais, c'est ça, des services. Du coup, pour citer Juvénal, qui gardera les gardiens? Je suis pas sûr d'avoir compris. Tu peux me le refaire. Qui gardera les gardiens? Oui, c'est ça. C'est la question de qui gardera les gardiens. Joker. J'ai pas compris la question. Si tu peux la reformuler, moi j'ai pas compris. Oui, bah je pense qu'en fait il veut voir qui sera le régulateur final d'une certaine manière. Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce qu'il y a une institution qui va créer? Pardon. Je pense que c'est plutôt dans cet ordre-là. J'ai compris la question. Désolé, c'était pour une très bonne question. Bon, c'est en discussion au niveau de l'Europe. En fait, on a un problème au niveau européen, c'est que on trouve ça à peu près dans tous les pays. C'est qu'on n'a pas trouvé la bonne formule de qui régule tous les sujets du numérique. C'est compliqué. Alors, il y a deux types d'acteurs, vous savez. Il y a la CNIL, vous avez entendu parler, mais qui est très orientée sur la donnée personnelle. Puis après, il y a les acteurs qui sont sur tout ce qui va être droit concurrentiel, tout ce qui va être business, quoi. Et on n'a pas réussi à trouver le méta-régulateur qui est au-dessus de tout ça et qui arrive à gérer les deux. Donc aujourd'hui, il y a des discussions parce que dans les régulations en cours et etc., on parle de board qui devrait la synthèse et tout. Donc nous, notre recommandation en l'occurrence, c'est que il y ait une gouvernance commune IA et data, parce que pour nous, c'est les deux faces d'une même pièce. Et donc après, à savoir qui c'est, est-ce que c'est un acteur préexistant, CNIL, Arcom, je ne sais quoi, Garcep, qui prennent cette casquette-là. Bon, moi, j'ai un avis, c'est qu'à mon avis, il faut un truc au-dessus. C'est-à-dire, faut créer quelque chose qui n'existe pas, où siègent des personnes issues de toutes ces entités qu'on a citées. Mais je pense qu'il faut reprendre le truc à zéro et avoir surtout des gens qui comprennent la tech en haut. C'est-à-dire que en Espagne, par exemple, ils ont créé un CDO de l'État, un Chief Data Officer, s'appelle Roberto Palomo, qui dépend du Premier ministre en direct, en transversal, sur toutes ces questions, data et IA. Moi, je pense que c'est plutôt vers ça qu'il faut s'orienter. Une dernière question de Cyril, je crois. Oui, sur les data space. Donc, tu nous as parlé de celui de Thémis autour du monde du voyage, de l'hospitalité qu'on connaît bien. Il y a d'autres data space. Je sais qu'à EBS, il y a des enseignants-chercheurs qui ont travaillé sur les projets data space finance. Voilà. Et je crois qu'il y en a un qui avance et qui va concerner peut-être nos étudiants, justement pour que LinkedIn ne soit pas l'opérateur de toutes les compétences et de l'employabilité, et qu'il y a peut-être aussi un data space autour de tout ce qui est emploi formation. Prometheus X. Alors, le data space finance, il est lead par la Caisse des dépôts et consignations, je ne sais pas si vous connaissez cette grande maison, qui est le fondateur du think tank et le numéro 2 de la Caisse des dépôts et consignations. Ce serait trop compliqué d'expliquer la Caisse des dépôts et consignations, mais c'est l'entité de l'État qui finance en fait l'État. C'est-à-dire que c'est un peu la banque de l'État. C'est-à-dire que vous avez le ministre de Bercy qui décide des orientations, mais c'est celui qui est vraiment un carnet de chèques qui décide de donner tant aux collectivités, tant à tel type de filière et tout. C'est la Caisse des dépôts qui gère l'argent de l'État. C'est une institution très importante. Et le data space education skills, c'est Prometheus X, qui est présidé par Mathias Debière, qu'Olivier Dion connaît bien. Et donc, effectivement, c'est très important. C'est-à-dire que, voyez, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire un booking décentralisé. C'est s'assurer que les OTA, les Expedia, etc., ne soient plus incontournables. Et bien, lui, il le fait sur le système d'éducation. C'est-à-dire qu'il essaie que LinkedIn ne devienne pas la seule porte d'entrée des parcours professionnels. Et donc, c'est réussir à avoir de manière décentralisée les données pour faire des parcours personnalisés avec un système qui ne soit pas dans le monopole d'une entreprise étrangère. Très bien. Bon. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non? Pas de questions.
Juste un petit rappel. Merci infiniment d'être venu ce soir, d'avoir répondu au jeu des questions et réponses. Je tiens à te remercier au nom de tout le monde. On peut l'applaudir parce que c'est pas forcément évident. Merci infiniment à ceux aussi qui se trouvent être en ligne. Arnaud, tu restes un peu avec nous quand même pour boire un verre de l'amitié et de la convivialité juste derrière. Comme ça, si vous avez des questions à lui poser, vous n'hésitez pas. Et s'il y a des échanges de cartes, évidemment, de visite à faire, n'hésitez pas non plus. Juste une petite information avant de se quitter. Le mois prochain, on se retrouve ici dans l'Agora pour une autre thématique sur l'intelligence artificielle dans les métiers, dans l'industrie plus précisément. Et on aura notamment des gens qui sont spécialisés dans les drones et dans la logistique. Enfin voilà, je vous invite évidemment à venir nombreux à en parler autour de vous. Ces conférences-là ont vocation à s'installer dans la durée avec un rythme d'une fois par mois sur des thématiques qui sont dédiées donc au numérique, au digital, à la high-tech, enfin tous ces super métiers et à toutes ces questions qu'on se pose régulièrement sur ces sujets-là. Merci encore mille fois Arnaud, merci à tous ceux qui sont venus et à ceux qui sont là. À la prochaine.